La crise fondamentale, elle est née d'une disproportion croissante, et en fait ça renvoie immédiatement au problème du patrimoine, une disproportion croissante entre les revenus d'activité et les revenus patrimoniaux, ou si vous préférez du capital. Les revenus d'activité représentaient 67-68% du total de la valeur ajoutée, disons vers 1975-76, et sont tombés à 56-57% en 2005. Ça, c'est une tendance lourde. Le revenu salarial net, en 2005, n'est pas plus élevé qu'en 1978. Alors, comment ça se fait? C'est tout à fait étonnant. Ben, tout simplement parce qu'en 1978, il n'y avait que 6% de travail à temps partiel, un peu plus de travail intérimaire, mais guère plus, alors que le travail à temps partiel en 2005, c'est 18% des salariés, et toutes les formes de travail, de travaux atypiques, intérimaires, etc., 31% du total. Alors là, on comprend pourquoi le revenu salarial net, pondéré par la durée du travail, diminue. En plus, il est net, c'est-à-dire qu'on enlève les charges sociales. Mais il ne faut pas se plaindre. C'est bien pire dans certains autres pays, et notamment le pays qui a été à l'origine de la crise, les États-Unis. Aux États-Unis, source le Bureau du travail américain, le maximum du salaire hebdomadaire en dollars chez les salariés du secteur non agricole, secteur privé non agricole, le maximum a été atteint en 1972. 334 $ par semaine. En 1990 ou 1994, en 1994, on était à 260 $, c'est-à-dire une baisse en pouvoir d'achat de 22%. Ça remontait un peu, notamment début 2010, je ne sais pas pour quelle raison, 293 $ par semaine, on est revenu au niveau de 1979. Quelle est la conséquence économique? Ben, ça veut dire que les ménages, notamment américains, ce genre de système, sont d'une part incités, pour ne pas dire obligés, de s'endetter massivement, y compris simplement pour consommer plus, et d'autre part, ils sont amenés aussi à rechercher des gains complémentaires sur les marchés, en bourse, et bien sûr aussi sur le marché immobilier. Alors, faute d'avoir toujours un patrimoine suffisant pour vivre de leur rente, bon, ça peut être le cas des ménages aisés, mais ce n'est pas le cas de tous les ménages, ils sont obligés de rechercher des gains rapides. Les revenus, les rentes, ne suffisent pas toujours. Donc on va chercher la plus-value. Et là, on entre dans une logique spéculative. Et ces opérations, aussi bien en bourse que sur le marché immobilier, bien entendu, sont financées par le crédit bancaire. Le crédit, aujourd'hui, finance pour l'essentiel des opérations de marché, et non plus l'économie. Ça aussi, c'est très important. Mais vous voyez que les deux se tiennent, ce problème de répartition des revenus et ce problème de répartition des flux de crédit. Alors, c'est comme ça, en fait, que la crise américaine a commencé. Tant que les marchés montent, tout va bien. Et non seulement tout va bien, mais je veux dire, il y a ce qu'on appelle un effet de richesse. Les ménages qui s'appuient sur les gains boursiers immobiliers consomment plus. La croissance s'accélère. C'est un effet très puissant aux États-Unis, un petit peu moins en Europe. Mais quand les marchés se retournent, et puisque par définition les hausses sont largement spéculatives, donc c'est ce qu'on appelle des bulles injustifiables d'un point de vue économique, les marchés se retournent donc fatalement. Et quand les marchés se retournent, c'est l'effet de richesse négatif, si j'ose dire. Autrement dit, la consommation qui baisse et le taux de croissance qui devient négatif. C'est ce qui s'est passé en 2009. Et dans ces conditions, il faut quand même être logique. Ça veut dire que si ce cycle continue, en 20 ans, on a eu 7 crises majeures. 20 ans, 7 crises. Diverses, immobilières, obligataires, sur les actions, etc. Si ça continue, le chômage il devient incompressible, parce que chaque fois qu'il y a un crack, le chômage augmente, plus ou moins, ça dépend de l'importance du crack. Et les déficits publics, c'est pareil. Les déficits publics explosent après chaque crise. Alors maintenant, on a un choix simple, enfin, simple à énoncer, peut-être pas à faire. Soit nous faisons l'autruche, ce qu'on sait pas mal faire,
nous nous payons de mots, alors ça on est excellent. Nous attendons que la croissance des pays émergents, des pays en développement, moteur de la croissance mondiale, nous tire d'affaire, et puis une éventuelle reprise des marchés, et dans ce cas tout irait bien. Oui, mais ça veut dire que dans quelques années on va retomber dans la crise. Soit nous agissons, enfin nous, niveau mondial, hein, c'est pas nous Français bien sûr, nous agissons, nous mettons en œuvre les conditions d'une véritable sortie de crise, c'est-à-dire une réforme profonde du système. Alors, quel genre de conditions de sortie de crise? Quel genre de réforme? Il y a des pratiques à changer, il y a des structures à modifier en matière de crédit, en matière de revenus, et puis il y a sans doute à réhabiliter l'État qui a des choses à faire, non pas à faire, enfin il a des responsabilités à exercer hein, pour compléter et encadrer le marché. Réformer aussi, il a dit, les banques qui sont trop grosses, too big to fail. Hein, il faut pouvoir les mettre en faillite, tout simplement. Il faut que la menace de faillite soit crédible. Sinon, sinon elles ne vont pas changer de comportement, c'est évident. Hein, c'est ce que les économistes appellent le problème de l'aléa moral. Si vous savez qu'on va vous sauver la mise, qu'on va appeler au secours le contribuable pour vous renflouer, vous ne changez pas de comportement. Changer la répartition des revenus, alors ça c'est plus facile à dire qu'à faire. Et il faut accroître le rendement de la fiscalité.